ma présentation d'aujourd'hui, moi, je parle de nager dans l'incertitude ou le défi que ça représente de gérer un réservoir hydrique en prenant des décisions basées sur de l'information imparfaite. Plan de match pour aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là à ma présentation de 3 minutes il y a quelques semaines, je présente la même mise en contexte de jeu de gestion de réservoir. Ensuite, je vais reprendre là où est-ce qu'on s'est laissé la dernière fois, puis on va explorer nos options si on voulait améliorer notre performance dans la gestion du réservoir. Puis finalement, je vais tomber au cœur du sujet, qui est dans le fond mes travaux de recherche personnelle, qui sont de faire des prévisions pour aider au processus de gestion des barrages hydroélectriques. Donc, mise en situation. Imaginez que vous êtes en charge d'un réservoir pour une journée. Fait qu'au cours de la journée, de l'eau va y être continuellement ajoutée, puis votre responsabilité, c'est de vous assurer qu'en aucun cas, le réservoir déborde et qu'il finisse la journée après votre 12 heures presque plein. Fait que pour y arriver, vous contrôlez le transfert d'eau du réservoir vers des barils. Puis si vous réussissez le défi puis vous n'avez pas débordé, vous allez être payé à la fin de la journée en fonction de l'eau que vous aurez réussi à transférer dans les barils. Vous remarquez qu'à mesure que votre réservoir descend, vous avez de moins en moins de pression, puis votre jet se rend de moins en moins loin dans les barils. Donc, si vous voulez être capable d'atteindre les barils du fond, qui sont les barils les plus payants, vous allez devoir prendre un risque, garder le réservoir à un haut niveau pour être capable d'atteindre une meilleure rentabilisation de la ressource. Au besoin, heureusement, vous avez une valve d'évacuation qui vous permet d'évacuer un trop plein d'eau qui s'en vient. Mais malheureusement, il est impossible de vous assurer qu'il n'y aura pas de débordement si vous l'ouvrez trop tard. Heureusement, vous avez des prévisions pour vous aider à prendre vos décisions, mais les prévisions viennent avec une bonne incertitude, puis ça ne vous permet pas de faire un plan de match à long terme non plus. De ce côté-là, vous avez accès heureusement à des prévisions des journées précédentes. Donc, des gens qui avaient votre travail les journées d'avant ont fait un historique de combien d'eau ils ont reçu au cours de chacune des heures. Mais l'ennui, c'est que ces historiques-là sont tellement variables d'une journée à l'autre qu'il est impossible, dans un net, cette information-là, de faire un plan de match parfait. Donc, au final, si vous voulez être capable de performer pour votre journée, vous allez devoir prendre des risques. Mais prendre des risques, si vous voulez pas finalement être mis dehors à la fin de la journée, vous devez aussi être sécuritaire et éviter de déborder. Donc, l'analogie, c'est qu'au final, ça, c'est la réalité des gestionnaires de barrages hydroélectriques, où est-ce que votre arrosoir, ça représente le turbinage de l'eau pour la production d'électricité. Les entrées d'eau imprévues, c'est le débit des rivières qui fluctue au cours de l'année avec la pluie et avec la fonte des neiges. Gérer un réservoir hydroélectrique, dans le fond, ça cherche à maximiser le potentiel d'une ressource naturelle en tenant compte des enjeux socio-environnementaux qui entourent la gestion des barrages. Puis les décisions qui sont prises doivent être capables d'anticiper le besoin de déverser un trop plein d'eau, mais sans jamais exactement savoir combien d'eau va être reçue. D'un côté, oui, on a des prévisions météo qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines à venir. Puis d'un autre côté, on a une expérience accrue sur plusieurs années où est-ce qu'on sait qu'il y a certains événements qui reviennent à peu près dans les mêmes périodes. On sait qu'au printemps, il y a une crue quand les neiges fondent. Puis on sait que autour de l'automne, c'est des périodes qui sont plus pluvieuses. Évidemment, tout ça, ça vient avec beaucoup d'incertitudes. Fait que par rapport à cette mise en situation-là, je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire par rapport après une première journée si on aurait voulu améliorer notre chance d'avoir une meilleure performance. Puis de loin, l'option la plus intrayante, si on voudrait mieux performer, ça serait d'avoir un plus gros réservoir. Si vous y pensez, si vous aviez de l'espace pour stocker plus d'eau à l'intérieur, ça vous permettrait non seulement de mieux accueillir des arrivées d'eau qui sont imprévues, mais également, quand votre réservoir est presque plein, ça vous permet de rentabiliser encore plus l'eau parce qu'il y a plus de pression dans votre hausse. Puis bien que c'est l'option qui a l'air la plus gagnante, écoute, ça vient avec un certain inconvénient. Un plus gros réservoir, ça veut dire d'inonder des terres qui sont autour. Fait que c'est aussi elle qui a l'impact environnemental le plus sévère. D'un autre côté, il faut dire, si j'avais plus de turbinage accessible, si j'avais une hausse qui était capable d'évacuer plus d'eau à la fois. Puis encore une fois, oui, vous avez raison, mais là, ça vient une question de viabilité économique. Est-ce que vous pouvez penser que les premières turbines qu'on choisit d'installer, c'est celles qui sont les plus rentables parce qu'ils vont utiliser une eau qui est là de façon courante. Puis, si vous rajoutez des turbines, ils vont seulement profiter d'une eau qui est dans les périodes de pic. Puis, au final, rajouter des turbines, ça devient de moins en moins rentable au nombre de turbines que vous avez. Puis, c'est comme, dans le fond, s'acheter un deuxième micro-ondes. Ça sert presque jamais, mais si vous avez besoin de chauffer 2 assiettes en même temps, vous avez 2 machines. Il faut vraiment que ça soit important pour vous que le souper soit tout prêt en même temps pour valoir la peine d'acheter un deuxième micro-ondes. Puis finalement, on pourrait augmenter notre capacité d'évacuation avec la valve d'urgence.
Puis encore là, oui, c'est une très bonne idée, puis c'est économiquement viable aussi, mais peu importe la taille de l'évacuateur que vous avez disponible, n'empêche que vous ne pouvez pas vous sauver que ça prend du temps pour l'eau de pouvoir s'évacuer. Fait que de façon incontournable, vous allez être obligé de prendre des décisions d'avance, puis ça vient avec l'information imparfaite. Fait que finalement, qu'est-ce qui nous reste? Ben, d'agir avec une meilleure information, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos prévisions avant de prendre des décisions. Puis ça, bien, finalement, c'est le cœur de mon travail, puis c'est là-dessus que je concentre le reste de la présentation d'aujourd'hui. Ça, pour finir, que toutes les perspectives que j'ai données avec les améliorations possibles, ben, ce n'est pas mutuellement exclusif. Puis, principalement, le fait d'apporter des meilleures prévisions, mais ça vient complémentaire avec tout le reste. Vous pourriez avoir plus d'évacuateurs, plus de turbines, un plus grand réservoir, puis tout, mais avoir une meilleure information, malgré tout ça, ça va quand même vous donner un avantage supplémentaire. Donc, comment est-ce qu'on regarde ça une prévision? Bien, écoute, je fais une petite mise en situation. Qu'est-ce que ces trois prévisions-là entre une donnée qui a été observée en bleu pour le débit d'une rivière, mettons, puis la donnée orange vous dit? Bien, la chose que ces prévisions-là ont en commun, à part qu'elles ne sont pas du tout pareilles, c'est qu'au final, bien, ça peut tout, si on veut, être des bonnes prévisions, si on sait à quoi s'attendre du modèle de prévision. Parce qu'en fait, il y a des comportements qui sont systématiques d'un modèle à l'autre. Puis les trois présentent ce qu'on appelle une qualité de prévisionnelle qui est une bonne résolution, c'est-à-dire qu'ils nous informent sur le futur. À gauche, bien, systématiquement, la prévision était plus haute que ce qui était prévu. À droite, on avait une prévision qui exagérait comment est-ce que l'observation allait se distinguer de la moyenne attendue. Puis au centre, bien, on a une prévision qui donne exactement l'inverse de ce qu'on a observé. Mais dans les trois cas, si vous savez que le modèle se comporte à peu près toujours comme ça, bien, vous avez une information qui a beaucoup de valeur en arrière à utiliser. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que souvent, c'est important de ne pas prendre les prévisions telles quelles, mais le travail d'une prévision, c'est de démontrer qu'ils contiennent une information utile. Souvent, on arrête à s'intéresser à comment est-ce qu'une prévision a raison, mais c'est aussi important de s'intéresser à comment est-ce qu'elle a tort. Puis si on sait comment est-ce qu'une prévision se trompe, bien, c'est aussi important. Puis, comment est-ce qu'on sait qu'une prévision se trompe? Bien, on regarde dans les prévisions passées pour regarder le comportement de la prévision. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, au final, tout ça, bien, c'est à peu près ça le rôle d'un prévisionniste, où est-ce que vous rassemblez des données historiques, vous regardez comment les modèles prévisionnels se sont trompés dans le passé, vous adaptez ces structures d'erreurs-là systématiques, vous offrez une prévision corrigée, puis à travers tout ça, bien, vous traduisez l'information qui est contenue vers ce que l'utilisateur de prévision a besoin dans son cas d'application. Donc, je ne vais pas vous laisser juste avec la théorie là-dessus. Écoutez, on est le 25 mars, on approche de la période de crue, on va faire une prévision ensemble pour une crue. Fait que, mise en situation, vous êtes le 25 mars 2020, puis vous êtes dans l'équipe qui s'occupe de gérer le réservoir du lac Saint-Jean, puis votre rôle à l'intérieur de l'équipe, c'est de surveiller la crue qui s'en vient sur la rivière Mistassini qui est en jaune. Donc, vous sortez les prévisions historiques de la rivière, puis ça vous donne ça. Typiquement, on attend une crue autour de l'intérieur du mois de mai qui démarre au début du mois. Mais là, on se demande, est-ce que cette année, on devrait s'attendre à une crue hâtive? Bien, vous ne savez pas. Fait que vous allez sortir une prévision. Puis, un facteur dominant sur l'arrivée de la crue printanière, ben, c'est la température de l'air qui va contrôler à quelle vitesse est-ce que le stock de neige va fondre, qui va provoquer une crue. Donc, vous allez sortir une prévision météo, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est la prévision de température qu'il y a pour la zone que je vous montre dans l'encadré sur le bassin. Température jusqu'à 44 jours dans le futur qui commence le 25 mars. Fait que, ce que la prévision nous montre, c'est que, OK, ben, ça n'a pas l'air si pire. En moyenne, on attend des températures qui sont un peu sous la normale dans les semaines à venir. Mais là, il y a un gros bémol à tenir. C'est est-ce qu'on devrait faire confiance à cette prévision-là? Parce qu'il y a quand même des gros enjeux qui viennent sur les décisions qu'on prend avec ça. Fait est-ce que cette prévision-là est biaisée? Est-ce qu'elle me donne toujours trop chaud, toujours trop froid? Puis est-ce que l'écart qui est visible dans toute la dispersion des scénarios que vous voyez dans la prévision, est-ce que c'est un bon indicateur de l'incertitude, de comment est-ce que la prévision pense qu'elle a raison? Dans le fond, si tous ces scénarios-là en spaghetti sont probables, est-ce que la largeur qu'ils représentent, c'est une représentation adéquate de comment est-ce que c'est possible que je me trompe? Fait que, comment est-ce qu'on sait si une prévision se trompe? Bien, on regarde les prévisions qu'ils ont faites dans le passé. Fait que je donne trois exemples. Au même endroit, au 25 mars, même date, dans les années précédentes, voici ce qu'on a obtenu pour la température sur le bassin Mistassini.
Puis, ben, déjà, quelque chose qui saute aux yeux. En 2015, il y a eu un pic de température qui est passé totalement en haut de l'ensemble de prévisions. Puis, ben, justement, c'est le genre de situation particulière qui pourrait précipiter une crue hâtive, surtout si on ne la voit pas venir. Fait que, si le modèle se comporte à peu près toujours de même, mais vous voulez le savoir. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend ces erreurs-là, puis on va toutes les tracer dans un graphique pour observer le comportement de l'erreur du modèle, puis ça vous donne le résultat ici. Où est-ce qu'on voit qu'à mesure qu'on le regarde de plus en plus loin dans le futur, ben, le modèle commence de plus en plus à ne pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'en vient. Autre chose qu'on peut faire, où est-ce que le gros rouge, pardon, ben, c'est exactement le même point qui correspond dans le graphique à quel endroit. Autre chose qu'on fait, c'est qu'on regarde la largeur de la dispersion des membres, si ça donne une bonne indication à savoir de comment est-ce qu'en général, l'observation va se distinguer de qu'est-ce qu'on s'attendait en moyenne. Fait que comment est-ce qu'on fait cette vérification-là? Bien, on peut tracer ça dans un autre graphique où est-ce que la courbe bleue va montrer comment est-ce que mon observation s'est écartée du centre de mon ensemble. Puis le noir, ça représente c'était quoi la largeur de mon ensemble. Fait que quand les deux courbes matchent ensemble, c'est exactement ce que je cherche. Ça veut dire que si l'ensemble est large, ça veut dire que le bleu peut aller, l'observation, pardon, peut aller n'importe où à l'intérieur de l'ensemble. Puis, ben, vous voyez, c'est extrêmement zigzagué. Fait que c'est pas beaucoup de données avec quoi travailler. Fait que ce qu'on fait dans ces situations-là, c'est qu'on tente d'agréger plus de données ensemble. Là, attention, on ne parle pas de ramasser des données à d'autres endroits pour tenter de prédire ce qui va se passer au point qui vous intéresse. On parle d'agréger plus de données pour nous informer sur comment le modèle se trompe, en supposant que s'il s'est trompé à gauche puis à droite comme ça, bien, probablement qu'il se serait trompé de la même façon au point qui m'intéresse. C'est ce qu'on fait quand on fait de l'agrégation. Donc, ça, écoutez, l'agrégation, ça vient sur un spectrum au complet. Vous pouvez agréger un petit peu, vous pouvez agréger un peu, vous pouvez agréger beaucoup. Puis, écoute, trop, c'est comme pas assez au final. Quand on n'agrège pas du tout, bien, vous allez avoir très, très peu de données avec quoi travailler. Puis, si vous agrégez trop, vous allez noyer l'information que vous voulez garder à travers, dans le fond, vous allez perdre le signal que vous tentez d'extraire sur le comportement de la prévision. Fait que tout ça étant dit, écoute, on voulait faire une prévision de crue, on est parti sur ramasser un paquet de données. Au final, si on applique tout ça, comment est-ce qu'on s'est comporté? Fait que je vous remonte la prévision qu'on avait au début, puis on a voulu corriger ça en étudiant les erreurs des années passées pour le même endroit. Puis, OK, fait qu'on corrige ça, puis est-ce que ça a marché? Bien, on ne le sait pas. Okay? Vous avez corrigé une prévision, puis ben, dans le futur, vous ne savez pas si ça a bien été ou ça n'a pas bien été. Il faut que vous attendiez, puis ben, c'est ça la réalité d'un prévisionniste, en fait, c'est qu'on pense détecter des erreurs systématiques, on les anticipe, puis on les corrige dans les prévisions qui sont émises, puis on réémet une prévision corrigée, mais on ne sait pas tant que ça n'arrive pas si on a eu raison ou si on a tort. Bien, naturellement, je ne veux pas vous laisser là-dessus. Je ne veux pas vous laisser sécher. Fait que je vous montre de quoi que ça a l'air si on a corrigé une prévision. Fait qu'à droite, c'est la même prévision brute non corrigée où est-ce que vous voyez qu'est-ce qui s'est passé finalement en température en 2020. Puis en bas, bien, vous avez les deux prévisions corrigées à la fois avec un échantillonnage serré puis un échantillonnage plus large. Puis il y a des distinctions à faire entre les deux. Ce que vous voyez, c'est que typiquement, la courbe moyenne a été montée un petit peu. On dirait qu'il y avait un biais de température négative. Puis que la moyenne noire aussi de l'ensemble a été pas mal plus smooth ou pas mal plus lisse dans la prévision corrigée. Puis finalement, une différence qu'il y avait avec la prévision brute, la prévision corrigée, c'est qu'au final, la prévision noire s'est faite vraiment rapprocher de l'historique d'observation des années passées parce que l'analyse des erreurs a montré que le modèle, en fait, il n'y avait aucune idée de ce qui se passait 5-6 semaines d'avance. Fait que tu es aussi bien de juste supposer la moyenne historique. Ça serait ça ta meilleure prévision dans ce cas de figure-là. Donc, pour résumer, c'est quoi les défis qui viennent quand on fait de la prévision météorologique? C'est qu'on ne peut jamais avoir une prévision parfaite. Puis oui, ça vient avec de l'incertitude, mais le but, c'est jamais de retirer toute l'incertitude, mais de s'en servir, de l'arnacher pour qu'elle puisse exprimer le degré de confiance que vous avez envers la prévision. Il va toujours avoir des limites sur les données qui sont disponibles parce que dans le cas de figure, ça remontait jusqu'à 2015 seulement. C'est toujours un cas primé à savoir quand on échantillonne les erreurs passées, est-ce que j'en échantillonne un peu ou est-ce que j'en échantillonne beaucoup? Puis trop, c'est comme passé, c'est toujours un compromis entre les deux. Puis quand vous recalibrez, bien, au final, quand vous allez juste chercher qu'en moyenne, vous allez faire meilleur, mais des fois, ça va faire pire, puis c'est la réalité du métier. Fait en conclusion, ce qu'on a vu, j'ai montré que gérer un réservoir hydroélectrique, bien dans le fond, ce qu'on cherche, c'est maximiser la valeur de l'eau qui est potentielle, qui est contenue à l'intérieur.
Pour ce faire, ben, ça vient avec une incertitude sur l'information des eaux futures, puis ça implique de prendre des décisions en fonction d'une information imparfaite. Puis qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ben, on a discuté d'avoir des meilleures prévisions dans le but de prendre des décisions sur une information plus équipée, ce qui permet de prendre des meilleures décisions, réduire les risques, puis potentiellement avoir une meilleure performance. Puis pour terminer, dans le fond, les prédictions souvent contiennent une information utile cachée derrière qui se trouve sous des erreurs systématiques où intervient le processus de calibration de la prévision. Puis c'est ça. Fait que c'est tout. C'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. Puis en conclusion, dans le fond, moi, je travaille sur les prévisions saisonnières sur le bassin du lac Saint-Jean. Puis c'est dans le cadre de mon travail, ben, c'est exactement le genre de correction que j'essaie d'effectuer pour le genre d'application de fonte des neiges puis de gestion hydroélectrique. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.